Bonjour et merci beaucoup aux organisateurs de cette conférence pour cette invitation et pour cette possibilité de nous exprimer et d'échanger avec le grand public autour de nos recherches. Avant de commencer, quelques précisions sur notre manière de travailler et sur notre positionnement. Nous sommes chercheurs en sciences de l'éducation, nous travaillons principalement en philosophe et ces deux pédagogies spécifiques sont pour l'un la pédagogie des Freinet, pour l'autre la pédagogie Montessori. Néanmoins, notre travail a pour particularité de croiser trois approches. Une approche philosophique par les textes, l'arrière-plan théorique, les enjeux. Une approche historique, les archives, les contextes, le réseau. Et puis une approche didactique qui consiste à étudier les pratiques effectives des professeurs. Alors cette dernière approche nous semble très importante. Nous sommes des chercheurs qui allons dans les classes, qui connaissons ces pratiques, ce qui nous donne un angle spécifique qui vient donner corps et parfois compléter les seuls textes. Alors nous parlons tous deux de pratique correcte, notion qui a été théorisée par Henri Louis en 2007. C'est important car cela suppose de comprendre que tout ce qui se dit Montessori ou tout ce qui se dit Freinet n'est pas nécessairement du Montessori ou du Freinet. Il existe des façons correctes de pratiquer ces pédagogies dans la lettre et dans l'esprit ou encore dans le style. Enfin, nous ne travaillons pas de façon isolée, mais dans des équipes. Nous formons des collectifs de recherche auxquels participent activement des professeurs praticiens, des formateurs et des doctorants. Aujourd'hui, nous proposons un propos complémentaire de l'ouvrage publié cette année chez ESF, qui a été présenté tout à l'heure. Cet ouvrage visait à insister sur les rapprochements possibles entre les pédagogues Montessori et Freinet. Non qu'il n'y ait pas de divergence, il y en a, mais parce qu'il s'agissait de pointer des leviers possibles pour reconstruire une école qui, à notre sens, en a cruellement besoin, et plus que jamais. Aujourd'hui, nous allons faire le point de manière un peu différente, en abordant trois volets dans un plan qu'on pourrait qualifier de dialectique. D'abord les divergences, puis les convergences, et enfin certaines différences. Pour ce qui est des divergences, l'usage est d'opposer ces deux pédagogies en pointant les opinions politiques des pédagogues. Il faut d'abord souligner que cette opposition est déséquilibrée dans le sens où elle est plutôt d'usage chez les freinétiens dans les milieux du mouvement Freinet. C'est logique, Freinet a explicitement parlé de Montessori, il l'a fait à de nombreuses reprises, mais nous ne connaissons pas l'opinion précise de Montessori sur le travail d'Élise et Célestin Freinet et du mouvement Freinet. En outre, le travail de Maria Montessori est bien antérieur à celui des Freinet. Il y a rien moins qu'une génération d'écart entre eux. Montessori est de 1870, Célestin Freinet 1896, comme Piaget par exemple, et Élise Freinet de 1898. L'ancrage politique des Freinet est très clair, le syndicalisme révolutionnaire, et dans les années 1930, l'opposition classe contre classe était l'arrière-plan politique pour les Freinet. Cette prise de position politique est explicite, elle est vérifiable, y compris par les archives. Par exemple, Célestin Freinet est membre du Parti communiste jusqu'en 1952. Il se présente aux élections, il écrit des textes spécifiquement politiques, beaucoup dans les années 1930 sur la montée des fascismes. Et donc il n'est pas réductible à un auteur de pédagogie ou un praticien pédagogue. Dans les années 1930, on trouve donc à l'école Freinet une imprégnation très claire de ses positions politiques, révolutionnaires, marxistes, même s'il ne s'agit pas de faire, dit-il, dans son école des messes rouges auprès des élèves. L'école se nomme naturiste, privée, prolétarienne. Elle articule ses pratiques
à ses positions révolutionnaires, en particulier par l'accueil de cohortes d'orphelins, des réfugiés de la guerre d'Espagne. Par Élise, on y trouve également une cohérence de vie, supposant des pratiques corporelles spécifiques, très élaborées, différents types de bains, bains de soleil, rapport à la nature, action dans la nature, des pratiques donc liées à la santé ou le régime alimentaire. Alors ce qui est explicite chez les Fresnel et beaucoup moins chez Montessori, qui ne présente pas de cadre préétabli explicite, alors sinon peut-être celui d'Édouard Seguin, qui est la référence incontournable pour Montessori, mais qu'elle ne cite finalement que très peu. Dans les textes montessoriens, il n'y a quasi pas de notes de bas de page, très peu de références, souvent en illustration ou en argument d'autorité. Ces textes présentent ce qu'elle dit être avant tout une expérience pratique. Alors, ce n'est pas la vie de la pédagogue qui peut en outre nous aider, car celle-ci est tout sauf linéaire. Le début de sa vie est marqué par le socialisme réformiste, la théosophie et les réseaux d'engagement social. Autour de 45-50 ans, elle redécouvre le catholicisme et passe une période bien plus réactionnaire. C'est la période où elle développe ses écoles en Italie sous Mussolini. Et puis, un petit peu plus tard, en lien avec son exil en Inde, sa pédagogie s'imprègne de pensée orientale. Alors ceci est accentué, ces circonvolutions sont accentuées par le fait que les archives sont dispersées, lacunaires, en plusieurs langues, publiées, republiées, expurgées parfois, et par la personnalité un peu caméléon de la pédagogue. Alors, que dire de sa position personnelle ? Les textes de la maturité laissent entendre des accents conservateurs, mais à mon sens, elle reste inclassable, car affirmant sa position singulière et originale. Et d'ailleurs, quand on l'interrogeait sur ses appartenances, elle répondait « Je suis montessorienne ». Donc, chez Maria Montessori, si les positions personnelles de la pédagogue sont fluctuantes, la pédagogie, elle, reste très stable, en dépit du fait, ou peut-être en raison du fait, qu'elle se développe d'emblée dans des contextes sociaux, culturels, nationaux, religieux très différents. Cela entraîne ainsi une forme de neutralité politique d'une pédagogie qui est d'emblée internationalisée et plurielle. Alors ceci est valable aussi en France, quoi qu'on en pense généralement. Dans les années 30, par exemple, le montessorisme se diffuse dans de nombreuses sphères, écoles privées, écoles publiques, jardinières, éducation nouvelle, théosophes, catholiques, protestants, laïcs. Bref, il y a une pluralité d'ancrage. Le réseau plus confidentiel lié aux écoles catholiques et à la philosophie personnaliste est typique plutôt de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc la première explication est donc celle de la pluralité des ancrages, de cette déconnexion, d'une forme de déconnexion entre politique et pédagogie chez Montessori. Mais il y a aussi une deuxième explication. Chez Montessori, la question sociale se transforme en question psychique, du moins c'est une hypothèse qu'on peut faire, c'est-à-dire l'intérêt pour l'environnement social ou le public prolétaire chez Montessori se transforme rapidement en intérêt autour de ce qu'elle nomme la guérison de l'enfant. Elle considère que sa pédagogie permet aux enfants de guérir, alors il faut peut-être mettre des guillemets, c'est pas médical, mais de leur traumatisme, de leur désordre, et elle insiste sur l'idée que sa pédagogie est pour cette raison valable pour tous les enfants qui sont opprimés par les adultes dans toutes les sociétés et toutes les classes sociales. Voilà pourquoi on trouve dans les années 1910-1920, de très nombreuses maisons des enfants à destination d'enfants, par exemple, réfugiés de guerre ou traumatisés par un événement majeur comme le tremblement de terre de Messine en Italie. Et ceci est politique dans le sens où, pour Maria Montessori, il s'agit de s'attaquer aux racines de la violence. Alors, en outre, Maria Montessori va essayer en parallèle de monter des actions internationales en faveur de l'enfance et des droits de l'enfant, comme la Croce Bianca, la Croix Blanche ou le Parti social de l'enfance, mais sans que ces actions ne deviennent véritablement pérennes. Chez les Freinet, l'articulation entre leur positionnement politique et leur pratique pédagogique est clairement affirmée. Alors s'il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, de messe rouge dans l'école, quoique relativement, on peut dire qu'il y avait une influence politique sur les élèves présents, qui s'est accentuée lorsque les enfants réfugiés de la guerre d'Espagne sont arrivés en particulier.
Mais donc s'il n'y a pas de messe rouge avérée, contrairement à ce que l'extrême droite de l'époque a voulu faire croire, en particulier à partir de l'affaire de Saint-Paul-de-Vence, l'école est de fait surdéterminée par les appartenances militantes révolutionnaires d'Élise et Célestin Freinet. Ceci prend plusieurs formes. D'abord la prise en charge des enfants spécifiquement du prolétariat ou préférentiellement du prolétariat, puis la prégnance de la thèse de la dégénérescence du prolétariat et de l'enfance du prolétariat, qui est une thèse qui a été travaillée théoriquement par Paul Robin en particulier et Malthus, qui est d'ailleurs l'un des soubassements du malthusianisme, et aussi la résonance politique de certaines pratiques très, très évidentes comme la réunion de coopératives, la pratique du texte libre et encore d'autres choses. De fait, donc le réseau des Freinet dans les années 1930 est très cohérent et spécifique. Ceci fait de l'école Avance un lieu d'une grande radicalité où s'articulent des pratiques pédagogiques, une pensée politique, mais aussi une architecture, une écologie des pratiques corporelles formant une sorte de cohérence dans le projet scolaire. Pour autant, cette pensée politique ne doit pas épuiser la compréhension des pratiques effectives. D'abord parce qu'il y a nombre de pratiques qui ne s'expliquent pas, ou pas seulement, en tout cas par la question politique. Ensuite, parce que la stratégie des Freinet se modifie sensiblement après la Seconde Guerre mondiale. Célestin Freinet cherche explicitement à partir de cette période, fin des années 40, début des années 1950, à faire reconnaître sa pédagogie et son école dans le système public et à diffuser des pratiques en direction du plus grand nombre en cherchant tous les compromis possibles avec les milieux associatifs proches. Sa stratégie s'adoucit en quelque sorte pour former le mouvement Freinet, l'Institut coopératif de l'école moderne. Il tient à cette période les deux bouts de sa stratégie. D'un côté, la préservation des pratiques dans son école, Avance, et de l'autre, la diffusion pour le plus grand nombre des, notamment institutrices, instituteurs, et puis progressivement des professeurs du second degré. Après la mort de Freinet en 1966, le mouvement a connu des scissions plus nettes qu'elle n'était auparavant. Tant que Freinet était en vie, il parvenait tant bien que mal à tenir les choses en ordre, mais après la mort de Freinet, jusqu'à ce que l'école Freinet soit désavouée finalement par le mouvement lui-même, les pratiques ont eu tendance à se diluer, diversifier, disperser, et parfois oublier leur sens initial. Alors, ce que nous venons de dire là pointe une troisième grande divergence entre les deux pédagogies, ou plus précisément entre les deux réseaux pédagogiques, autour du pilotage et l'organisation du mouvement, énoncé ici de manière générique. Alors, du côté de Montessori, la particularité de cette pédagogue, c'est qu'elle a très tôt, dès 1908, été préoccupée par la question des bonnes pratiques. Alors on comprend, puisque sa pédagogie s'est diffusée très largement et tout de suite, qu'elle a été reprise dans tous les sens très rapidement, le risque était grand de perdre la qualité et le sens profond de ces pratiques. Alors après quelques déboires, elle a décidé non de protéger ces pratiques, mais plutôt de les conserver en protégeant les formations, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, ceci suppose d'assumer dans le réseau que les montessoriens endossent un héritage pédagogique qui leur préexiste. Alors, de son temps, et encore aujourd'hui, bien sûr, ça résonne conservateur, voire dogmatique. Alors, en réalité, du point de vue montessorien, ce choix d'organisation s'explique aussi pédagogiquement. C'est-à-dire par le fait qu'il existe de fait des pratiques montessoriennes et surtout par le fait que ces pratiques permettent, du moins du point de vue montessorien, pratiquement une modification de la place de l'adulte. Alors, on aura éventuellement la possibilité d'en discuter ensuite. Donc ça donne un mouvement pédagogique qui fonctionne quand même principalement sur un mode vertical, avec assez peu d'inventions pédagogiques, même si elles existent, et assez peu d'horizontalité, même si cette horizontalité
existe aussi, a existé, ça dépend aussi des pays, et aussi parce que les montessoriens en France ont été jusqu'ici très peu nombreux. Cela donne en quelque sorte, ou du moins jusqu'ici, et dans le contexte français, au moins 2 groupes, ce qu'on pourrait appeler la communauté Montessori, le Montessori canal historique si on veut, c'est-à-dire les affiliés stricto sensu, regroupant également les institutions historiques, et puis ce qu'on pourrait appeler une nébuleuse Montessori ayant un rapport beaucoup plus souple, voire beaucoup plus éloigné des pratiques montessoriennes strictes. En comparaison, si on veut comparer donc les structures et les affiliations, les Freinet ont une conduite différente de leur mouvement. Du vivant de Célestin Freinet, les 2 côtés étaient tenus ensemble. D'un côté, l'école Freinet, l'école expérimentale, l'école en vue d'une école nouvelle, de l'utopie d'une école nouvelle, et de l'autre côté, un mouvement large essayant de rassembler le plus possible de personnes et dans une approche extrêmement souple et hospitalière, on pourrait dire, du mouvement. Ils assumaient dans ce mouvement une très grande horizontalité. Il s'agissait de faire changer les pratiques des praticiens, des instituteurs de l'intérieur de l'éducation nationale en assurant une co-formation sur le terrain grâce à des éducateurs Freinet localement expérimentés qui dirigeaient donc et qui le font toujours, des groupes départementaux du mouvement Freinet, national et d'ailleurs international. Cette formation sur le terrain est fondamentalement coopérative. Elle passe par le vécu, par l'expérience, le corps, les interactions concrètes avec ces éducateurs d'expérience expérimentés. Sur ce point, l'entreprise coopérative de production du matériel estampillé technique Freinet était un outil majeur. Freinet a toujours dit que sa pédagogie était matérialiste au sens où elle est difficilement praticable sans tout un ensemble d'outillages pédagogiques. Pour autant, Freinet s'est lui-même confronté à des pratiques que l'on peut qualifier, puisqu'il le disait lui-même, erronées de sa pédagogie, et dénoncé, Élise l'a fait ensuite très vigoureusement, dénoncer des dérives dues essentiellement à une méconnaissance du système pédagogique, mais aussi de l'esprit de cette pédagogie, qui n'est pas réductible à une pédagogie démocratique, une pédagogie politique, une pédagogie coopérative, tous ces qualificatifs étant extrêmement réducteurs de l'esprit de la philosophie de cette pédagogie. Et donc aussi contre une forme de déconnexion des plus jeunes enseignants dans les années 1960 avec l'école Freinet elle-même. On trouve donc dans le mouvement Freinet le profil presque inversé avec beaucoup d'horizontalité et peu de verticalité, de moins en moins de verticalité, en réalité quasiment plus aucune depuis la mort de Freinet. Aujourd'hui, le mouvement Freinet s'est beaucoup éloigné des pratiques qu'on pourrait dire historiques ou anciennes, je ne sais pas quel terme pourrait qualifier la chose, certainement pas orthodoxe, parce que ce n'est pas du tout le problème, il ne s'agit pas d'orthodoxie dans la discussion que l'on a. Il y a des convergences tout de même entre ces mouvements et entre ces pédagogies. Il y a des principes communs, et c'est ce que nous avons tenté de développer, c'était l'intention première de notre ouvrage, de notre dialogue. Il s'agissait de pointer en connaissance des pratiques elles-mêmes, des pratiques effectives dans les classes, ce qui nous semblait commun dans le regard que ces pédagogies portent sur l'enfance et dans ce qu'elles pointent comme essentiel dans l'éducation qu'on pourrait qualifier de scolaire, principalement dans l'éducation scolaire. Alors nous ne dirons pas tout aujourd'hui à ce propos, on pourrait renvoyer plutôt à la lecture de ce dialogue publié chez ESF, et nous allons seulement souligner quelques points de convergence. Alors la première chose que nous pourrions souligner et indiquer ici, c'est que les Freinet et Maria Montessori récusaient, alors chacun à leur manière, le fonctionnement scolastique de l'école et l'éducation traditionnelle.
Alors, nous connaissons tous la célèbre critique des bancs de l'école dans l'ouvrage Il Metodo de 1909 de Maria Montessori. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule critique. On trouve des critiques de l'école traditionnelle, alors disséminées ici et là dans ses écrits. Alors, elle dénonçait la compétition, l'apprentissage de la soumission, le faux collectif créé par l'école traditionnelle. Elle dénonçait également le fait que l'école était faite pour le maître et non pour le maître, pour l'enseignant, pour lui permettre d'enseigner et non pour l'enfant. Et au final, que l'école traditionnelle et l'éducation traditionnelle, puisque ces textes ne se limitent pas seulement à l'école, mais créent des êtres amputés de leur vitalité, qu'elle créait des êtres moralement peu résistants. Donc toute sa proposition allait dans ce sens, connaître mieux l'enfant et ses besoins profonds pour développer une pédagogie qui lui convienne, dans l'objectif précisément de construire des êtres moralement plus résistants, avec une plus grande vitalité. Donc je le disais, cette proposition, elle n'est pas seulement scolaire, elle dépasse dans son esprit l'école pour parler aussi aux parents et à la société en général. Elle parle d'éducation dilatatrice, c'est-à-dire qui forme des êtres indépendants, capables de choix, donc d'obéir librement et non de se soumettre, créatif, psychiquement équilibré. Alors j'ajouterais que sa critique de l'école, c'est peut-être une particularité de Montessori par rapport à Freinet, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas en coupure totale avec les anciens modèles, puisqu'elle peut parfois reprendre des objectifs ou même des procédés de l'école traditionnelle, mais elle va les adapter, les modifier, parfois en profondeur, parfois de manière plus superficielle, selon son esprit et sa compréhension de l'enfance. Oui, les Freinet également, mais bon, après, beaucoup d'autres ont été très critiques d'une école que Freinet qualifiait de camp de concentration, système industriel d'élevage comme les poules en batterie. On retrouve l'idée de l'enfant au centre de la reconstruction scolaire. Cette école classique, elle se concentre sur des programmes et des matières à enseigner, des objets de savoir à enseigner. L'école Freinet, dès le départ, se centre sur l'enfant, membre de la communauté, c'est l'expression freinétienne, c'est-à-dire aussi sur l'enfant lui-même, individuel, le sujet individuel, et sur ce dont il est capable à un moment donné, ce qu'il est. Comme chez Montessori, on trouve l'idée que la pédagogie classique, les pédagogies classiques, coupent la vitalité de l'enfance. C'est son problème principal. Les Freinet dénoncent l'ennui profond que génère l'école classique, l'école de la République, avec des exercices sans signification qui visent, semble-t-il, essentiellement un effet de soumission chez les jeunes, chez les nouveaux venus, chez les jeunes êtres humains. Donc la pédagogie des Freinet, et c'est aussi son soubassement politique, son arrière-plan politique, cherche à restaurer, retrouver l'élan vital, rencontrer l'élan vital, ce qu'il appelait Freinet ce torrent de vie qui est en nous, qui est peut-être ce que d'autres appellent le désir, tout simplement. Et Élise Freinet disait de l'école qu'elle était une réserve d'enfants. Cette réserve d'enfants est un lieu visant à protéger le peuple enfantin, un peu comme on protège, dit-elle, un peuple aborigène, dans l'espoir d'éviter l'extinction de leur mode de vie. Mais bien entendu dans le sens où ce mode de vie ouvre vers l'avenir, vers un avenir donc qui conserve de l'enfance en réserve, mais pour la vie. Freinet disait aussi que tous les enseignants devaient revivre leur enfance avec les élèves, être pédagogue, éducateur, c'est rester en contact avec sa propre enfance. Chez Freinet donc, on trouve la place centrale de l'enfance et des enfants. L'école Freinet sera le domaine des enfants où tout est étudié et réalisé pour les enfants. Donc une formule qui sonne un peu de façon de-crolienne. On trouve néanmoins une critique de l'école comme institution, qui n'existe peut-être pas chez Montessori. La critique de l'école bourgeoise, l'école héritière d'une forme scolaire instituée par les écoles chrétiennes. Mais sa conception ne doit pas être réduite pour autant au socialisme radical. Freinet dit par exemple « Nous ferons aimer par-dessus tout l'activité, le travail et la vie ».
Alors précisément, le travail. C'est un concept central qu'on trouve au sein des deux pédagogies. Alors, c'est le travail dans l'idée que cette notion correspond à l'activité profonde de l'enfant. Il est donc lié à la vie chez Freinet, on l'a entendu avec ce que vient de dire Henri-Louis, à l'édification de l'humain en l'enfant chez Montessori. Le travail, il ne faudrait donc pas faire un contresens, le travail dans ces pédagogies, c'est tout sauf des exercices laborieux, des besognes ou des tâches, mais au contraire une activité créatrice et constructrice. Donc le travail, chez l'un comme chez l'autre, c'est ce qui guide ces pédagogies, puisqu'il va s'agir de favoriser le travail enfantin, en ce que le travail permet aux enfants d'entrer dans la culture et finalement d'entrer dans le monde. Alors chez Montessori, l'école et le maître, l'éducateur, on utilise plutôt le terme éducateur, mais aussi le maître, présentent le monde. C'est-à-dire que l'enfant à l'école reçoit, absorbe le monde, le fait sien et le transforme en mouvement créateur, et c'est ça son travail. Chez Freinet, on trouve plutôt, ou en même temps, le travail articulé au désir et au tâtonnement, qui est la loi de la vie et des apprentissages. Pour autant, ni chez l'un ni chez l'autre, on ne va trouver d'opposition entre travail et jeu, c'est-à-dire travail-jeu, travail-loisir, travail-repos. Celui qui travaille se repose, pour peu que son travail soit une activité constructrice et corresponde à un besoin profond. Donc le travail, c'est ce qui procure la puissance, et il est d'autant plus important que ce travail ne soit pas aliéné à l'école, pour reprendre peut-être une expression qui serait plus freinétienne. Dans ce cas, chez l'un comme l'autre, chez l'une comme l'autre, dans ces deux pédagogies, travail, désir, vie, puissance sont liés. Ces pédagogues se méfient donc de tout ce qui détourne l'enfant du travail, de ce travail, de ces formes de travail, qui est en réalité l'activité naturelle enfantine. Freinet a toujours parlé du travail qui libère, dans une approche forcément marxiste, mais c'est le travailleur qui dispose de la puissance. Celui qui travaille dispose de la puissance. Les enfants eux-mêmes ont à être les ouvriers du coup de leur propre éducation. On peut l'entendre ainsi. Maria Montessori utilisait aussi cette image de l'ouvrier quand elle écrivait que l'enfant était le constructeur de l'homme. Au sein des deux pédagogies, il n'y a donc pas d'opposition entre travail manuel et travail intellectuel, pas d'opposition préalable, pas d'opposition doctrinaire. Non seulement le travail des mains est essentiel, le travail technique, mais le travail intellectuel fait partie de l'activité normale, naturelle de l'enfant. On trouve la même chose dans la pensée du philosophe américain John Dewey, que Freinet aussi, dont Freinet s'est beaucoup inspiré. Par conséquent, l'un comme l'autre se méfie des jeux au sens ludique du terme, des jouets pour s'amuser. Chez Montessori, ils sont vus comme une fuite possible du réel et une domination supplémentaire. C'est très profond, je crois, cette idée, une domination supplémentaire de l'adulte sur l'enfant, en quelque sorte condamnant l'enfant au jeu et à l'amusement. Si Freinet ne dit pas tout à fait la même chose, il souligne qu'il faut garder une mesure avec les jeux. L'intérêt principal des jeux, c'est qu'ils conduisent rapidement d'ailleurs vers le travail, et distinguer donc les jeux de distraction des jeux de travail. Alors les rapprochements dont nous venons de parler s'expliquent entre Montessori et Freinet par le fait que nos pédagogues pensent dans un cadre vitaliste. Alors c'est assez clair, je crois, chez Freinet. Chez Montessori, on peut l'induire, mais je crois que dans les textes, on le trouve vraiment clairement. La vie, c'est un élément essentiel de reconstruction de l'éducation et de l'école. Alors, comme pour le travail ou comme pour le jeu, il ne faudrait pas réduire la vie à quelque chose qui s'opposerait à l'activité intellectuelle ou à l'effort. La vie, si on prend une définition, la vie c'est la lutte contre la mort, donc c'est un effort, c'est un élan, et tous deux utilisaient l'expression d'élan vital. Freinet comme Montessori insistent donc sur la dynamique qui existe chez l'enfant, alors vers le tâtonnement chez l'un, vers l'expérience chez l'autre, et par conséquent on trouve dans les deux pédagogies l'idée qu'il s'agirait d'équilibrer l'activité enfantine, précisément par le travail.
Il faudrait peut-être ajouter que la vie, c'est aussi tout simplement le quotidien, alors ce qu'on pourrait appeler le domestique, c'est-à-dire aussi la vie collective, mais aussi l'immersion dans la nature, le soleil, les bains de soleil qu'on trouve chez Freinet, mais qu'on trouve aussi chez Montessori, puisque les enfants travaillaient au soleil dehors. C'est donc aussi laisser une part essentielle au sensible et au sens. Donc cette vie, cette vitalité est articulée dans ces philosophies à la puissance et elle donne une part essentielle dans ces pédagogies à l'expression des enfants, la libre expression, comme le disait Élise et Célestin Freinet, qui sont la vie enfantine elle-même, naturelle, sans vouloir opposer la nature et la culture. Hein, c'est pas du tout ce couple de contraires qui est en jeu lorsqu'on emploie le mot nature, mais c'est ce qui est présent dans l'humanité des enfants qui est donné avec la naissance, et notamment dans le dessin, dans les premières formes graphiques, l'écrit. Ce sont des activités qui sont favorisées par ces pédagogies et prises au sérieux. C'est ce que nous avons cherché à comprendre dans les convergences de nos dialogues. Ainsi, ni chez les uns ni chez l'autre, l'expression de l'enfant n'est laissée au hasard et à la faveur d'une hypothétique expression libre qui serait en réalité ultra déterminée par le milieu familial, social, qui influence et imprègne les enfants forcément. Donc ces pédagogues articulent toujours expression et pratique. Donc cette expression libre a des pratiques précises, des techniques même d'attention, d'observation, de manipulation, qui encouragent l'imagination matérielle et praxique chez Freinet, ou à des préparations indirectes, pour Montessori, du matériel venant rendre possible l'expression. Nous retrouvons la puissance et la vie. Il ne s'agit pas de laisser la liberté et d'imaginer que l'expression viendra seule dans cette sorte d'illusion libérale, mais de la favoriser, de la permettre, voire même, dans certains cas, de la contraindre. Il faut ajouter l'importance esthétique chez ces pédagogues, et notamment par l'expérience de la nature, la présence de la nature, le souci de l'architecture, de l'espace de vie, le respect donné à l'enfant par une ambiance, une certaine atmosphère du milieu de l'espace scolaire. Et l'émotion esthétique fait partie intégrante de ces pédagogies, est une part très importante de ces pédagogies. Alors il reste un troisième élément que nous aimerions souligner, alors bien sûr ce ne sont pas les seuls, mais c'est la question du temps, la reconstruction du temps. Dans la forme scolaire classique, le temps est organisé en fonction des objets du savoir, en particulier par les programmes et par quelques règles disciplinaires. Et Freinet, comme Montessori, modifie en profondeur cette organisation classique. Alors, d'abord par le fait que ces pédagogies insistent sur l'importance du présent de l'enfant, ce qui est logique au regard de l'attention qu'elles entendent l'une et l'autre porter à l'enfant, qui est ici, qui est là, ici et maintenant. Donc, ces pédagogies entendent permettre aux enfants et aux élèves, aux enfants-élèves, de cheminer à leur façon, ce qui signifie que dans ces pédagogies, le temps, il est à la fois allongé et ralenti. Dans ces pédagogies, on a plus de temps, on prend le temps et on s'autorise à aller lentement aussi parce que le temps, il est configuré différemment. Alors bien sûr, ça ne part pas de rien, c'est pas juste une décision comme ça. Il y a quelques éléments concrets qui permettent cette reconstruction du temps, comme le mélange des âges, l'absence de rupture temporelle au cours de la journée, par exemple. Ce sont des éléments importants pour comprendre comment le temps est reconfiguré. Mais c'est aussi que le temps possède, dans ces pédagogies, que le temps possède pour pivot les enfants et non les programmes. Alors, ceci engage pour les maîtres, les professeurs, une position qu'on pourrait qualifier de clinique. Il y a une attention à la singularité, à l'expression des corps, aux détails. Le temps de l'enfant montessorien, par exemple, on le trouve dans les textes, mais très bien dans les pratiques, c'est un temps qui n'est pas linéaire. C'est un temps discontinu qui alterne des phases de latence, où on a l'impression qu'il ne se passe rien, que l'enfant n'avance pas, et puis des temps d'explosion où l'enfant avance très très vite, où il fait énormément de découvertes. Donc tout le savoir-faire d'ordre clinique de
de l'enseignant sera ici pour le maître de décider s'il faut laisser faire ou s'il faut intervenir. Des divergences, des convergences, des différences tout simplement entre ces pédagogies, bien entendu. Donc concernant les différences, on voit que ce qui est commun en concept ou notion, principe même, suppose une incarnation pratique. Avant tout, il faut rappeler que ces pédagogies ne peuvent être réduites à des démarches, même s'il peut y avoir une approche de type montessorienne ou de type freinétienne. Ces pédagogies sont tout à fait spécifiques, ce qui signifie qu'il existe un certain nombre de pratiques, de techniques, de pratiques, un style, une hiérarchisation des objectifs peut-être également, qui fait de chacune de ces pédagogies un système singulier. Nous allons rapidement présenter quelques-unes des différences, mais bien sûr dans un souci non exhaustif. La première différence que nous pouvons souligner est en réalité presque une similarité. C'est la prégnance des outils, des techniques dans ces deux pédagogies. Ces outils, ils sont au service de la philosophie de l'enfance dans le sens où ils rendent possible pratiquement les orientations ou les choix des pédagogues. C'est le fameux matérialisme pédagogique. C'est pourquoi nous considérons que la réduction des pédagogies à ce qu'on pourrait appeler des gadgets est très problématique. Élise Freinet appelait cela du toc, du bluff. C'est très problématique parce que ce genre de démarche réduit considérablement la puissance pratique des outils, qui sont en réalité des leviers pour reconstruire la forme scolaire. Et chez Montessori, l'entrée par le matériel que l'on connaît ou que l'on connaît mal est très abondant. Je crois qu'il forme un système, c'est la base de la pédagogie parce qu'elle permet, comme on en a dit déjà deux mots, le déplacement radical de l'enseignant, son déplacement radical. Il ne doit pas être fétichisé dans le sens où il n'épuise pas la pédagogie. Il reste notamment pour les plus grands une base pour la recherche, l'exploration, l'élévation du point d'intérêt. Bon. Chez Freinet, on parle plutôt d'outils, c'est le mot qui est très souvent employé par les praticiens du mouvement Freinet, des outils qui viennent supporter le tâtonnement expérimental, qui est la loi de la vie pour Freinet. La débrouillardise de l'élève, sa recherche aussi dans le collectif, ses recherches dans le collectif, et toutes ces occasions de coopération. Là encore, pas de fétichisation des outils. L'outil ne fait pas tout, peut-être même qu'il ne fait rien en lui-même. Sans doute chez l'un comme chez l'autre, les outils ou le matériel viennent élargir la manière d'appréhender les savoirs par les élèves, par les sens, la manipulation, l'imprégnation inconsciente, etc. Au sein des deux pédagogies, on trouve une individualisation du travail. Et tout de même, lorsqu'on compare avec les pédagogies plus classiques, une plus grande liberté donnée aux enfants. Mais ni l'une ni l'autre de ces pédagogies n'est libertaire dans le sens où il existe une organisation de l'espace, du temps et du travail, mais chacune de ces pédagogies a choisi une organisation différente de cette liberté. La pédagogie Freinet organise le travail plutôt par institutions, c'est une entrée par les institutions qui vont réguler et rythmer la journée et le travail. Les critères, par exemple, les critères d'autonomie permettent aux élèves de revenir sur leur travail et leur comportement, le texte libre qui rythme les journées, ainsi que la réunion de coopératives. Ces rites et rituels organisent l'activité. La pédagogie Montessori, pour sa part, organise plutôt le travail par coutume, c'est-à-dire qu'il y a moins de rythme, plus de liberté aussi peut-être, mais l'espace et le temps restent ponctués d'habitudes. Alors par exemple les fameuses présentations qui sont des moments donnés à un enfant, même s'il peut y avoir des présentations collectives, et puis un certain nombre de coutumes qui vont aussi se transmettre de manière informelle entre les enfants,
et vont faire ressortir par exemple des présentations symboliques. Les élèves entre eux, ils connaissent, ils savent, comme la banque, le damier, qui sont parfois vécus comme des véritables rites de passage par les enfants. Donc ces coutumes, ces lieux, comportements, étapes viennent en quelque sorte contenir la liberté donnée pour éviter qu'elle ne déborde en quelque sorte. Donc tout cela suppose, on le comprend, un savoir-faire bien spécifique de l'adulte, de l'éducateur montessorien. Et ça, c'est vraiment une entrée très importante et peut-être spécifique, en tout cas première chez Montessori. Pour réformer l'éducation, dit-elle, il faut réformer l'adulte. Elle disait, avant de faire des réformes de l'éducation, il faut d'abord réformer les réformateurs. Il y a ainsi un style particulier qui peut peut-être parler plus aisément à des adultes qui vont précisément chercher à travailler sur eux-mêmes. Et lorsqu'on parle de formalisme montessorien ou de dogmatisme, il faut se rappeler que le formalisme montessorien vise d'abord l'adulte, précisément pour toutes les raisons que j'ai déjà énoncées un petit peu auparavant, c'est-à-dire cette modification de la posture de l'adulte. Alors, cette entrée première par la modification de l'adulte n'empêche pas un réel intérêt de cette pédagogie pour la coopération, par le mélange des âges, les observations réciproques, la liberté de temps et d'espace, l'entraide continuelle entre les enfants et bien sûr les actions collectives plus ou moins formalisées selon les périodes de l'année ou selon ce qui se présente. Chez Freinet, oui, la coopération est une entrée pour reconstruire la forme scolaire. C'est l'entrée d'ailleurs la plus connue, elle est fondamentale. D'ailleurs, le mouvement Freinet s'appelle lui-même un institut coopératif. Parfois, on appelle cette pédagogie la pédagogie coopérative. Bon, maintenant, c'est un terme un peu galvaudé, mais c'est une entrée tout de même fondamentale, centrale. Pour réformer l'éducation scolaire, il faut trouver une forme démocratique. L'école actuelle n'est pas démocratique. C'est une thèse que nous soutenons depuis longtemps. Elle est sans doute républicaine, mais ce n'est pas la même chose de dire que nous avons une forme scolaire de socialisation de l'enfance républicaine et de dire que nous avons une forme scolaire de socialisation de l'enfance qui soit démocratique. Donc certaines pratiques sont des émanations directes de ce souci, de ce projet. La réunion de coopération, par exemple, en fin de semaine, le texte libre, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, sont des pratiques complexes dans lesquelles il s'agit d'habituer les enfants à coopérer. Et il y a toujours un souci d'articuler l'individualisation et la coopération, donc les pratiques individuelles des élèves et le collectif au travail ou le collectif dans le travail. Ceci n'empêche pas la pédagogie de se fonder aussi sur un style, comme dans le cas de Montessori, un style pédagogique spécifique, un style qui est souvent d'ailleurs, qui réfère souvent d'ailleurs à la personne d'Élise Freinet, parce qu'elle a particulièrement travaillé cette notion, ou même peut-être ce concept de style pédagogique, et une grande cohérence dans la manière souple, mais quand même rigoureuse d'aborder les problèmes que cherchent à résoudre les élèves dans l'école. Donc c'est une pédagogie systématique qui fait système. Pourquoi on peut commencer à la pratiquer par exemple, le texte libre, mais l'important, c'est d'avoir en vue l'ensemble du système. C'est une pédagogie qui nécessite d'être systématisée. Alors, pour terminer notre exposé, on vous propose de dire quelques mots sur deux pratiques proches que l'on voit dans l'une et l'autre pédagogie qui permettraient peut-être de voir à l'œuvre les différences entre ces deux pédagogies. Alors, donc le texte spontané et le texte libre. Alors, chez Montessori, on trouve dans les classes, dans les ambiances Montessori, on trouve de multiples textes spontanés, c'est-à-dire non imposés, ni même proposés par l'adulte. Alors, les exemples que je donne là sont chez les 3-6 ans, on pourrait trouver d'autres exemples et d'une autre manière aussi pour les plus grands. Alors, ces textes sont dans un premier temps, sont compris comme une expression naturelle et spontanée de l'enfant, dès lors que celui-ci possède des outils qui vont soutenir cette expression. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, par exemple, pour exemple, des outils qui vont soutenir cette expression, favoriser cette expression,
le fameux alphabet mobile qui va permettre à l'enfant d'écrire sans avoir à manier le stylo, donc qui va pouvoir permettre que l'élan de l'enfant pour l'écriture en prolongement du langage puisse se faire, c'est-à-dire que le langage écrit vienne prolonger le langage parlé et l'apprentissage du langage parlé en quelque sorte. L'articulation de l'écriture et du dessin qui va permettre d'insister sur le sens de ce que l'enfant écrit avant de savoir lire, hein, je précise. Et puis l'écriture de petits textes phonétiques. Alors bien sûr, c'est phonétique, c'est en phonétique, pardon, sans ponctuation, des expressions enfantines brutes en quelque sorte, alors d'autant plus précieuses qu'elles sont souvent poétiques. Alors ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de voir comment le matériel montessorien vient favoriser, accélérer, permettre à l'enfant de faire ce que peut-être il ne ferait pas, ou pas de la même manière, sans ce matériel, et ainsi favoriser l'élan de l'enfant vers le savoir et vers le monde. Le texte libre, c'est donc le terme employé par Freinet. Le texte libre à l'école Freinet, c'est une institution d'expression qui est comprise comme un moyen naturel, puisque le geste graphique est naturel à l'être humain, un moyen naturel d'appréhension dès le plus jeune âge d'ailleurs du monde dans lequel l'enfant fait son expérience de vie. Ces textes, d'abord parfaitement individuels, sont des textes même personnels, sont liés à la vie de l'enfant. Cette vie, on ne peut pas la qualifier, il n'y a que lui qui puisse intuitionner ce qu'est sa propre vie. Donc il n'y a pas de consigne possible concernant l'écriture du texte. Cette humble vie quotidienne, disait Élise Freinet, cette humble vie quotidienne dispensatrice d'événements heureux ou catastrophiques. Ils sont écrits le matin, au moment de l'entrée en classe, et ils offrent un lieu symbolique de passage entre la vie familiale sociale et la vie scolaire. C'est un travail individuel, personnel, mais qui s'inscrit en même temps dans une philosophie de la coopération, nous l'avons beaucoup souligné, et diverses techniques coopératives qui sont assez complexes et qui ont été décrites notamment par Frédéric Pro dans sa thèse, qui a identifié une quinzaine d'étapes dans l'effectuation de cette institution du texte libre. Donc c'est une écriture qui est à la fois un espace symbolique d'investissement psychique et de positionnement social, avec une dimension qui a été très clairement soulignée par Freinet, fortement politique, puisque l'élève apprend qu'il peut légitimement exprimer sa pensée. Les textes sont ensuite lus, amendés en collectif, choisis pour une mise au net, puis publication, puis diffusion sociale. Donc, en conclusion, nous avons essayé de montrer que si ces deux pédagogies possèdent, certes et forcément des divergences, elles possèdent également des lignes de force qu'on pourrait qualifier de similaires, pour peu que l'on s'intéresse aux pratiques concrètes, ce qui signifie qu'une pédagogie est loin de se réduire au seul texte des pédagogues. Il est essentiel de s'intéresser aux pratiques, donc portées par les praticiens, donc aussi de s'intéresser aux praticiens, qui vont des techniques au style des enseignants, en passant par l'éthique et par des savoir-faire spécifiques. Cela dit, l'une et l'autre de ces pédagogies restent bien sûr spécifiques, elles possèdent chacune leur profondeur, s'appuient sur des choix, des hiérarchisations, et il nous semblait essentiel, pour l'une comme pour l'autre, de restituer leur radicalité, aussi pour restituer la force de leur proposition à l'une et l'autre, peut-être pour l'école d'aujourd'hui. Donc nous vous remercions de votre attention. Nous allons redonner la parole pour les questions au président de Public Montessori, peut-être par... Alors on va fonctionner par téléphone. Donc je vais appeler... Oui. Alors, nous sommes prêts pour prendre du coup des questions. Oui, alors, est-ce que je suis mis en haut-parleur ou est-ce que... Oui. Oui, donc, voici les questions
questions. Elles sont nombreuses, elles sont souvent pointues, franches, donc il y en a certaines qui nécessiteraient une conférence entière qu'on ne fera pas aujourd'hui. Donc, il faudra m'excuser si je ne peux pas dire toutes les questions en totalité, qui parfois étaient d'une page, et si je ne peux pas dire toutes les questions. D'accord, alors je ne sais pas si en ligne on entend ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il faut que je reformule ou je ne sais pas J'ai l'impression qu'on entend. Parfait. Donc, première question. Alors, c'est par rapport au livre. Dans le chapitre sur les formes de coopération, l'explication sur le fait que la pédagogie Montessori n'est pas individualiste ne m'a pas convaincu. La question que je lis. Je n'ai pas trouvé d'argument et il me semble que sur cette question, il n'y a pas de réponse claire côté Henri Wigo. L'argument de Bérangère Colli n'est pas non plus concluant, car affirmer qu'une pédagogie n'est pas individualiste au prétexte que le matériel est collectif est insuffisant. Une pédagogie qui ne serait pas qu'individualisée mais parfois collective n'implique pas qu'elle soit coopérative. Donc, est-ce que la pédagogie Montessori est individualiste? Sinon, pourquoi? Parce que la personne n'a pas été convaincue. Ok, ça serait la première question. Donc, est-ce qu'on fait question par question? Ou est-ce que... On peut faire question par question. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu veux... Alors, déjà, peut-être, il faudrait savoir s'entendre par ce qu'on entend pédagogie coopérative et pédagogie individualiste. Qu'est-ce que c'est une pédagogie individualiste? Déjà, il faudrait savoir ce que c'est. Moi, je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est, une pédagogie individualiste. Ce qu'on peut répondre du côté montessorien, mais je ne sais pas si ça va ajouter un véritable argument, c'est que ce que dit Maria Montessori, c'est que la coopération des enfants, la vie des enfants entre eux ne peut pas être organisée. Enfin, il faut laisser les enfants organiser leur propre vie coopérative dans le sens où l'adulte ne pourra jamais organiser des situations problèmes d'une manière aussi pertinente que ne le font les enfants entre eux. C'est-à-dire le fait de laisser les enfants en liberté d'espace, de temps, d'interaction, donc aussi de coopération, d'entraide et bien sûr de conflit, crée dans la classe et au quotidien, il faut vraiment s'imaginer que les enfants bougent, les enfants vivent, se déplacent, s'observent réciproquement, donc s'entraident ou ne s'entraident pas, il y a des choses qui se passent, il y a un pot qui tombe par terre, ça se casse, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire ce sont une multiplicité de situations problèmes qui sont vécues par les enfants au quotidien et en permanence. Et ce que dit Maria Montessori, c'est que si l'enseignant veut créer par avance des situations problèmes, il créera nécessairement des situations beaucoup plus pauvres que ce que les enfants vont vivre entre eux d'une certaine manière, si on les laisse faire. Donc il n'y a pas de coopération organisée dans la pensée montessorienne. Mais là, je parle principalement pour les enfants de 3 à 6 ans. Il faut aussi quand même se rappeler que Maria Montessori, même si il y a eu des classes, il y en a toujours bien sûr, il y a eu des classes assez rapidement pour plus grands, de 6 à 12 ans, puis il y a eu aussi une pensée pour les adolescents. Le cœur de sa pensée est quand même pour les enfants de 3 à 6 ans. Un enfant qui a entre 3 et 6 ans, il ne se comporte pas de la même manière qu'un enfant de 9 ans. Donc ces questions de coopération, je crois, sont aussi à articuler avec cet enfant petit. Je ne sais pas ce que tu diras en complément, peut-être Henri-Louis. Je peux dire un mot sur le problème que cela pose, pas du tout sur la pratique de la pédagogie Montessori, que je ne connais pas assez. Peut-être qu'il faut essayer de ne pas trop vouloir identifier une identification, par exemple, qui serait un peu à la fois une réduction à la notion de coopération, pédagogie coopérative, et même une assignation à l'être, une pédagogie coopérative. Donc, je crois qu'il faut rester souple dans l'utilisation de ces termes, de ces repères, individualisation, coopération, plutôt que de vouloir soit caractériser telle pédagogie par l'individualisme ou même l'individualisation, ou alors versus la coopération. C'est d'ailleurs en un mot
assez curieux de voir que certains auteurs qualifient la pédagogie freinée de pédagogie individualiste, alors que d'autres la qualifient de pédagogie coopérative. Donc il y a vraiment des points de vue sur ces pratiques qui sont variées, mais peut-être aussi qu'il y a des pratiques plus ou moins, en fonction des praticiens et du style des praticiens, plus ou moins, qui donnent plus ou moins de place à l'individualisation, plus ou moins de place à la coopération. Tu parlais de coopération organisée. Il est certain que la pédagogie de Freinet est une pédagogie dans laquelle on organise la coopération, mais en même temps, on laisse un tel espace à l'action personnelle et à presque, je dirais, la méditation chez l'enfant qu'on ne peut pas la réduire à une pédagogie coopérative. Voilà, non, mais simplement mon intervention, c'est pour dire de peut-être essayer de ne pas trop se crisper sur du vocabulaire. Deuxième question, c'est relative au mélange des pédagogies. Peut-on mixer Freinet et Montessori? Si oui, comment? Et pourquoi, dans le livre, assimiler ceux qui veulent hybrider ces pédagogies différentes à du libéralisme, du superviché et même du dogmatisme? On voit beaucoup de tentatives de réflexion sur. Je peux faire un petit peu de Montessori, un petit peu de Freinet. Je réponds par une position personnelle qui ne vaut que pour moi finalement, mais bon, voilà, parce que nous avons dialogué dans ce livre, je trouve que il n'y a aucun problème à hybrider ces pédagogies, à vouloir les mixer, les hybrider, dans le sens où de toute manière, en France, pour le moment, en tout cas jusqu'à récemment, pour le moment je m'interroge, mais jusqu'à encore récemment, il y avait dans les faits une certaine liberté pédagogique, une certaine relative, mais quand même, certaine liberté pédagogique dont on a l'impression qu'actuellement elle est fortement attaquée par le ministère. Mais chaque professeur dans sa classe, du moment qu'il travaille dans le cadre d'un programme, pas simplement pour l'appliquer, mais qu'il en tient compte en tout cas, chaque professeur dans sa classe est parfaitement libre et juge de ce qu'il fait. Donc ça, c'est une évidence première. On la pose comme un a priori, donc on ne voit pas pourquoi on devrait considérer que personne n'a le droit d'hybrider sa pédagogie avec n'importe laquelle, d'ailleurs, Steiner ou autre, ce qui peut intéresser chacun. Maintenant, une fois qu'on l'a dit, si la question est de rechercher le sens profond de ces pédagogies, personnellement, il me semble préférable d'en choisir une. Mais voilà, ce n'est qu'une position discutable, d'en choisir une parce que on ira, je crois, beaucoup plus loin dans ce que l'on fait en travaillant dans un système qui a été conçu pour cela. Et donc, si on choisit la pédagogie de Maria Montessori, me semble-t-il, bien le mieux c'est de la connaître le plus parfaitement possible et de la comprendre et de soi-même en devenir capable de l'exprimer, de l'incarner à sa façon du mieux que l'on peut. Voilà, c'est donc pas du tout une question de dogmatisme, mais il est vrai qu'il y a, par ailleurs, c'est mon troisième point, dans l'air du temps, une sorte de goût pour les mélanges de toutes sortes qui serait prétendument supérieur au système d'origine eux-mêmes. Je ne vois pas bien en quoi il serait préférable de mélanger Freinet et Fernand Houry, ou Freinet et Montessori, plutôt que de pratiquer correctement cette pédagogie, si on le souhaite. Voilà. Moi, je peux aller que dans le sens de ce que vient de dire Henri-Louis. Je crois que notre propos était de dire, peut-être remettre en question l'idée obligée qu'il faudrait faire des mixages, c'est-à-dire essayer aussi de donner à voir une autre possibilité de rapport aux pédagogies, dans l'objectif aussi
restituer leur radicalité et leur profondeur. C'est ce qui vient d'être dit très bien. Et je crois qu'il faut rappeler aussi que dans le choix qu'on peut avoir d'une pédagogie, on a, les enseignants ont aussi leur propre style, leur propre manière d'incarner la pédagogie. Et donc, il y a la possibilité de développer un pan plutôt qu'un autre de cette pédagogie, de donner une couleur particulière. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir des mixages possibles, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on est aussi, de la manière dont nous incarnons et mettons en place ces pédagogies. On peut aller chercher des ressources ailleurs, mais avec une profondeur qui serait celle d'une pédagogie en premier lieu aussi, parce que ça fait système. Alors, une question qui fait un peu suite. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il serait nécessaire que vous répétiez la question. Je ne sais pas si les auditeurs m'entendent bien mes questions. Apparemment, on nous entend, donc voilà. Mais bon, on m'a dit que ça n'était pas évident pour tout le monde, donc peut-être qu'il faudrait la répéter. D'accord. Vous critiquez à plusieurs reprises Céline Alvarez et ceux qui font de l'hybridation en expliquant qu'il ne faut ni se cantonner aux postures ni aux techniques seules. Et la question est l'essentiel ne serait-il pas d'avoir une posture correcte plutôt qu'une pratique correcte? Alors, tu veux que je réponde? Alors, la question, il faut que je reformule la question, c'est compliqué. La question est autour de Céline Alvarez, de ce qu'on dit de Céline Alvarez dans l'ouvrage, et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir une posture correcte plutôt qu'une pratique correcte? C'est ça, j'ai bien reformulé? Oui. Alors, je tiens d'abord à dire que Madame Alvarez, je ne la connais pas personnellement, je n'ai rien contre elle personnellement, donc je ne connais que ses ouvrages. Ce que je peux dire, c'est que elle a ouvert la possibilité pour beaucoup d'enseignants qui l'ont lu, l'idée qu'on pouvait faire autrement. Et ça, je crois qu'il faut le mettre à son crédit. Cela dit, dans le rapport, de mon point de vue, dans le rapport au montessorisme ou à la pédagogie Montessori, Céline Alvarez n'est pas claire, dans le sens où elle promeut des pratiques qui peuvent être proches, voire héritées du mouvement Montessori, de la tradition montessorienne, sans toujours le dire, d'une part, et elle récuse elle-même toute appartenance au mouvement Montessori, qu'elle trouve précisément trop rigide, trop dogmatique, et comme étant trop, justement, favorisant des pratiques correctes. Elle ajoute qu'il s'agit d'une démarche, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire une posture correcte plutôt que des pratiques correctes. Alors, je crois que du point de vue montessorien, je peux répondre que comme ça, c'est pas un point de vue personnel, c'est plutôt un point de vue montessorien. La question de la pratique correcte, de la posture correcte, ne peut pas être déconnectée des pratiques correctes. Dans le sens où les pratiques, elles ne sont pas là par hasard. Les pratiques, donc le matériel, mais aussi des techniques, des savoir-faire, une manière de faire, une manière d'être, tout ça c'est étroitement lié, et donc pratique correcte et posture correcte vont ensemble. C'est-à-dire que les pratiques correctes viennent aider l'adulte dans le système montessorien à avoir une posture correcte. Donc pour moi, dissocier les deux n'a pas vraiment de sens d'un point de vue montessorien. Voilà. Mais cela dit, ça n'empêche pas d'avoir une posture correcte qui pourrait être une posture de type montessorienne dans un cadre qui est de pratiques différentes, de pratiques plus classiques. Bien sûr, ça c'est tout à fait possible. Donc là, je réponds de deux manières. D'un point de vue plus strictement montessorien, pratique et posture sont liées. Après, ça n'empêche pas d'avoir une posture et même une démarche. D'ailleurs, Maria Montessori disait elle-même que sa pédagogie était aussi une démarche qui pouvait sortir de l'école et qui était valable pour l'ensemble de la vie, de la naissance. D'ailleurs, elle s'est intéressée à la naissance et à l'enfant de la naissance à 3 ans jusqu'à la fin de vie. Et d'ailleurs, il existe des associations qui se préoccupent de la fin de vie d'un point de vue montessorien. Donc, c'est aussi tout à fait possible. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être je profite de cette question pour dire un tout petit mot sur la question posturale. Par exemple, si j'imaginais que cette question était adressée à la pédagogie de Freinet,
Je répondrai que une posture freinétienne sans la pratique du système freinétien, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que la posture, je l'entends comme ça, comme suit, la posture freinétienne, pour moi, est une sorte de radicalisation de la posture tout simplement professorale, c'est-à-dire une sorte de pensée aux extrêmes de cette posture professorale, de ce que doit être, là il y a une position déontologique à avoir, comme l'explique si bien notre collègue Éric Prérat dans un livre publié également chez ESF, Le Tact, dont je recommande fortement la lecture, c'est-à-dire que le sens de l'école républicaine, le sens de l'école, le sens lui-même, c'est d'être hospitalier avec tous les élèves, avec tous les enfants, et de accueillir donc aussi l'enfance de l'enfant. C'est simplement cela que Freinet ajoute. Bon, on pourrait dire que la posture freinétienne consiste à pousser le plus loin possible celle du professeur, tout simplement parce qu'il est un professeur. Hein. Mais ça ne dit finalement pas grand-chose de ce qu'est la pratique concrète de cette pédagogie, tant qu'on n'entre pas dans le système, parce qu'il est tellement cohérent et tellement complexe que la posture sans la correction des pratiques ou l'exactitude suffisante dans les pratiques, pour moi, c'est quelque chose de très flou, de très très vague. Alors la question suivante a trait à la liberté. En Montessori, les enfants sont-ils vraiment libres, puisqu'ils ne peuvent choisir que parmi des activités choisies, entre parenthèses, il y a 100 ans, alors que chez Freinet, les enfants sont acteurs et auteurs de leurs apprentissages. Alors, donc la question posée, si je reformule, c'est la question de la liberté, c'est-à-dire les enfants montessoriens sont-ils véritablement libres dans le sens où ils ne peuvent que, ils sont libres dans le, ils ont un panel d'activités qui leur est imposé, c'est ça. Alors que dans le cadre Freinet, qu'est-ce qui est dit dans la question ? Ils sont acteurs. Ils sont acteurs et auteurs de leurs apprentissages. Alors, je vais répondre de manière générale et plus spécifique. Alors, de manière générale, c'est une question peut-être qui... comment dire ? La liberté toute seule, ça n'existe pas en fait. Enfin, une liberté sans aucun milieu d'ancrage, ça n'existe pas. Une liberté sur la Lune, je ne sais pas, ou une liberté... c'est-à-dire qu'il y a toujours un milieu dans lequel on est libre. Donc, de fait, on donne un cadre aux enfants, que ce soit un cadre Freinet, un cadre montessorien, un cadre classique. Il y a effectivement un milieu qu'on propose à l'enfant. Ça, c'est une évidence, mais là, je ne vois pas la spécificité montessorienne par rapport à une spécificité Freinet ou même Steiner. On fait des choix et on met l'enfant dans un milieu donné. Oui, mais ça, je crois qu'on... Même une pédagogie totalement libertaire donnerait un milieu à vivre à l'enfant, de toute manière. Alors après, la question de l'activité de l'enfant, là aussi, je pense que c'est une question qui sans doute est due à une méconnaissance des pratiques montessoriennes de deux points de vue. La première est de considérer que n'est montessorien que le matériel. En réalité, il n'y a pas que le matériel. Alors c'est sûr que le matériel est très important, mais ça ne se réduit pas au matériel, dans le sens où il existe des activités, des manières de faire et des coopérations, on pourrait appeler ça des projets, même si c'est pas un bon terme, c'est pas du tout un terme qu'on utilise dans un cadre montessorien, qui dépassent stricto sensu le matériel à proprement parler. Donc je pense que là, il y a peut-être dans cette question une méconnaissance des pratiques montessoriennes. Et la deuxième chose, c'est que être acteur, ça suppose précisément avoir la possibilité de prendre des initiatives, avoir la possibilité de faire des recherches à partir du matériel et au-delà du matériel, de travailler à plusieurs, etc. Et là, en l'occurrence, je ne vois pas comment on pourrait dire que dans un cadre montessorien, les enfants ne sont pas acteurs. Alors, sinon à dire qu'il y a un milieu dans lequel on les met. Mais en connaissant les pratiques, je ne vois pas comment on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas acteurs. Alors, je ne sais pas, je botte peut-être en touche, mais... il me semble que la question, en tout cas pour le cadre montessorien, est mal posée, ou en tout cas, on ne peut pas y répondre de manière... voilà,
ça serait posé différemment sans doute. Alors, je ne sais pas de ton point de vue. Voilà. Très bien. Bon, alors, question suivante. C'est une question d'étudiants ou de débutants dans le métier. Peut-on utiliser ces pédagogies en tant que débutant, sachant que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les formateurs ne sont pas forcément favorables? Donc la question posée, c'est peut-on mettre en place ces pédagogies en tant que débutant, sachant que les inspecteurs et la hiérarchie de l'éducation nationale ne sont pas forcément favorables à ces pédagogies. Bon, peut-être tu as le point de vue de formatrice à l'INSPE, tu auras certainement quelque chose de précis à dire à ce sujet. Très, très brièvement, je dirais que, première chose, sur la manière d'entrer dans des pédagogies particulières comme celle-là, comme celle dont nous parlons, Freinet donnait un conseil de bon sens: ne jamais se lâcher des mains avant de toucher des pieds par terre. C'est-à-dire de commencer tout doucement par un bout, d'essayer sans forcément vouloir, comme pourtant je l'ai dit tout à l'heure, mais mettre en place tout un système. Donc on peut commencer dans un cadre classique, attendu par l'institution, à pratiquer quelque chose qui va dans le sens de Montessori, par exemple. Je ne pense pas que ça pose de problème particulier. Ce qui est très important, en fait, dans l'action d'un professeur, c'est qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fasse son métier. Un professeur doit être rigoureux dans son travail, quoi qu'il fasse, quelle que soit sa pédagogie. Il me semble que l'institution hiérarchique, notamment en particulier les inspecteurs d'éducation nationale, n'ont pas de raison d'être a priori opposés à telle ou telle pédagogie. Ils viennent voir si le fonctionnaire, si le professeur travaille comme on le lui demande, c'est-à-dire s'il instruit notamment les élèves. Vous voyez, donc ça c'est... Pour un débutant, il n'y a pas de raison qu'il s'en inquiète. Bien sûr, ce qui est réel, c'est qu'il y a une très grande pression sur les débutants, beaucoup d'attentes de la part de l'institution, et que vouloir pratiquer des techniques, on pourrait dire alternatives, c'est une pression supplémentaire, c'est se donner une pression supplémentaire. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun, et il y a des débutants, il y a des professeurs débutants qui, d'emblée, choisissent de mettre en place telle ou telle pédagogie, complètement. Il faut qu'ils soient en relation avec des professeurs expérimentés. C'est indispensable. On ne se lance pas tout seul, donc il faut être en rapport avec des collègues du mouvement Montessori, du mouvement Freinet, et pouvoir être conseillé, encouragé, rassuré, ou ne pas se sentir trop seul dans ces tentatives. Alors, la question suivante porte sur ces pédagogies et l'éducation nationale. Montessori et Freinet sont au sein de l'éducation nationale très minoritaire. L'une des raisons est le fait que l'éducation nationale n'accepte pas d'afficher une pédagogie en particulier. Et dans le livre, Henri Wigo écrit « Le ministère de l'Éducation nationale est hostile à l'affichage d'une pédagogie particulière. On peut le comprendre de différentes manières et l'idée est bien sûr défendable. » La question de l'auditeur ou l'auditrice est « Pourquoi l'idée serait-elle défendable ? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir au sein de l'Éducation nationale le choix entre plusieurs pédagogies différentes, des écoles publiques Freinet, des écoles publiques Montessori ou autres, justement au nom du fait que l'éducation doit être libre. Des pays voisins comme l'Allemagne, ça c'est moi qui le rajoute, les Pays-Bas ont fait notamment d'autres choix. » Alors je reformule la question. Ces pédagogies dans l'éducation nationale sont minoritaires, en particulier en raison du fait que l'éducation nationale demande à ce qu'il n'y ait pas d'affichage de pédagogie en particulier. Pourquoi ne pas faire un autre choix
qui serait par exemple d'afficher des pédagogies spécifiques et d'avoir des écoles, c'est ça, hein, c'est dans ce sens-là, d'avoir des écoles qui afficheraient une pédagogie particulière et il y aurait une multiplicité de choix possibles. C'est ça, j'ai bien reformulé. Et pourquoi est-ce que être hostile à l'affichage d'une pédagogie particulière serait défendable? Alors, est-ce que tu veux... Oui, un mot, puisque je le disais dans nos discussions. Non, c'est assez simple. Hein, moi, je comprends tout simplement. Je ne dis pas que c'est ma position forcément, mais je comprends. Plus exactement, il faut se placer dans le contexte de l'histoire de notre pays, du caractère républicain de notre système, tel que dans l'histoire il s'est construit. Et donc il y a un contexte de laïcité notamment qui est riche, qui est complexe, qui autorise des choses aussi, mais qui fait en sorte que certaines ne soient pas possibles. Et je comprends que pour le ministère de l'Éducation nationale, il y ait une position de neutralité en fait qui soit affichée vis-à-vis des pédagogies. Moi, ça me semble une position libérale au bon sens du terme, je le comprends. Autrement dit, le ministère dit, encore une fois, j'ai des réserves sur ce qui est en train de se passer, hein, mais le ministère dit, nous ne recommandons pas de pédagogie particulièrement. Ça veut dire aussi qu'on n'en interdit pas spécialement, a priori, une quelconque. Mais ce n'est pas la même chose, en effet, que de dire vous êtes libre totalement de pratiquer la pédagogie que vous voulez. Ce n'est pas exactement la même chose, c'est vrai. Pour ma part, je le comprends dans le sens où je serais inquiet que dans le cadre public, on puisse pratiquer des pédagogies sexistes, racistes ou fascisantes. Voilà, ça c'est... Donc je comprends parfaitement la position française étatique sur ce point-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les professeurs sont empêchés de pratiquer telle ou telle pédagogie, système pédagogique? Je ne crois pas non plus. Je pense que c'est rendu difficile, dans certains cas, soit par des personnalités, là encore, il faut tenir compte des individus, des personnalités hiérarchiques qui sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins crispées sur leur autorité, soit au contraire par des professeurs insuffisamment formés ou insuffisamment expérimentés dans la pédagogie qu'ils entendent pratiquer, parce que si on affiche une pédagogie freinée, mais qu'en réalité, dans la classe, les élèves sont insuffisamment instruits, ça pose quand même un certain problème. Hein, il y a une mission d'instruction qui est première dans l'éducation nationale. Voilà. Donc, je me dis que il n'est pas impossible de se regrouper dans le système français entre enseignants pour pratiquer un système pédagogique. C'est rendu difficile par un système administratif qui est les nominations au barème auxquelles tiennent dans leurs relations le ministère et les syndicats, pour des raisons qui là sont tout à fait extérieures à la pédagogie, à la question pédagogique. Et peut-être qu'il faudrait simplement assouplir les choses en rendant plus facilement possible la mise en place d'une école entière en pédagogie Montessori, par exemple, dans le public, tout simplement sous condition de présenter un projet rigoureux et puis de rendre quelques comptes à l'institution, ce qui n'est pas, à mon sens, problématique. Alors je ne sais pas, Bérangère, tu voulais dire quelque chose? Peut-être j'ajouterais le fait qu'on parle parfois des freins, comment ces pédagogies peuvent être mises en place concrètement dans l'éducation nationale et est-ce qu'il n'y a pas des freins. Et il est vrai que le fait de travailler en collectif, c'est le contraire d'un frein, ça permet de travailler ensemble et souvent un des freins c'est aussi le fait d'être seul dans son école par exemple à vouloir pratiquer autrement, en particulier quand on veut faire le mélange des âges par exemple. D'ailleurs je signale à ce titre que Philippe Mérieux s'est récemment positionné pour le mélange des âges, quelle que soit la pédagogie d'ailleurs, en expliquant que ce mélange des âges était de fait bénéfique pour les élèves et pour les enfants.
Donc de fait, le fait de pouvoir travailler en collectif, c'est quelque chose qui permet aussi davantage de travailler un petit peu autrement. Et là, je crois que le fait de pouvoir discuter entre enseignants qui partageons des pratiques différentes est vraiment essentiel pour pouvoir échanger dans ton école comment ça se passe, dans mon école voilà ça se passe comme ça, et d'arriver à pouvoir trouver des stratégies pour arriver à travailler de manière plus sereine et plus efficace. Alors, tout ce que vous venez de dire répond en grande partie à la question que j'allais poser. En fait, en gros, c'est travailler ensemble pour travailler en cohérence. Et en fait, la liberté pédagogique, elle est inscrite dans les textes, mais vouloir mener une pédagogie freinée ou Montessori dans sa classe, ça relève pas de la possibilité, mais c'est quand même très très difficile tant les freins à cette liberté sont nombreux. C'est-à-dire qu'on en dispose dans les textes de la liberté, mais concrètement, on se rend compte qu'on n'en dispose pas vraiment. Parce que justement, le suivi des élèves, si on le veut dans sa classe, on ne l'obtient pas forcément. Constitution d'une classe multi-âge, si on la veut, on ne l'a pas forcément. Et puis ensuite, il y a des freins sur le fait de ne pas forcément obtenir de formation sur ces pédagogies. Et puis, on peut avoir une opposition plus ou moins affirmée de la hiérarchie. Donc, j'allais poser la question, quelles pistes et quels espoirs pour l'avenir à destination de tous les enseignants qui veulent mettre au sein de l'éducation nationale ces pédagogies qui rencontrent tant de difficultés. Donc, j'ai bien entendu la proposition de permettre de faciliter les regroupements. Les regroupements sont très difficiles. Et c'est vrai que c'est assujetti à un changement de mouvement des enseignants. Y aurait-il d'autres pistes, d'autres espoirs à formuler que ceux-là qui ne donnent pas beaucoup d'espoir finalement, parce qu'on sait bien que ça ne changera pas d'ici là. Alors je reformule la question qui était longue. Si je reformule rapidement, l'idée était de souligner les freins qui sont aujourd'hui à l'œuvre par rapport à la liberté pédagogique des enseignants. Les freins sont nombreux, institutionnels, freins autour de la formation, pressions diverses et variées. Et donc la question, c'est quelles pistes, quels espoirs pour essayer de travailler autrement, pour parvenir à travailler autrement, sachant que si je comprends bien, la question était n'était pas très optimiste. C'est ça, j'ai bien reformulé ? Oui. Alors, je sais pas, nous ne sommes pas des devins. Après, ce qu'on peut dire, peut-être la première chose que moi je pourrais dire, c'est qu'il est vraiment essentiel, mais je pense que c'est vraiment en articulation avec notre travail, avec ce livre, c'est vraiment essentiel que ces pédagogies différentes soient articulées à la qualité des pratiques. Je crois que c'est vraiment important. Henri-Louis parlait tout à l'heure de sérieux, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, que les enfants avancent, c'est une mission d'instruction, c'est aussi un enjeu d'égalité, je crois, et donc il est vraiment important que ces pédagogies-là soient rattachées à quelque chose qui est sérieux et que c'est pas juste une lubie, c'est pas juste on a décidé un jour qu'on allait faire qu'on allait mettre en place telle ou telle pratique parce qu'on a envie de la mettre en place, et que vraiment, que ce soit lié à de la qualité. Donc ça suppose de véritables formations. Et là, je crois que nous, chercheurs, nous ne pouvons que dire au mouvement pédagogique de se développer. Et puis, ça doit venir du bas, d'une certaine manière. Regardons ce qui se passe dans la maternelle française depuis 15 ans. Il y a quand même une modification très importante des pratiques. Elles sont venues d'en bas. Elles sont venues démocratiquement, d'une certaine manière. C'est-à-dire par les praticiens qui ont commencé à changer leurs pratiques et qui ont petit à petit fait bouger l'institution. Alors, il reste beaucoup de travail, mais je pense que les praticiens sont le premier levier en lien avec des pratiques de qualité et donc aussi des formations. Ça sera le premier point. Est-ce que tu rajouterais ? Oui, et puis ce que nous faisons là, les occasions d'échange entre toutes les places des acteurs de l'enseignement, les chercheurs, les formateurs, les praticiens, les étudiants, les doctorants, ça on y tient beaucoup à ce travail coopératif entre tous
pour avoir une plus grande force, les penseurs, les pédagogues. Je pense à tout le travail fait par Philippe Mérieux pour faire comprendre les enjeux de certains problèmes au grand public. Donc tout ce travail d'échange pour se former entre nous et puis progresser ensemble me paraît absolument urgent, et surtout dans le contexte actuel. Là. Il est évident que les problèmes qui sont soulevés, dont nous parlons, sont plus ou moins criants en fonction des gouvernements que l'on subit. Et lors de certains ministères, il y a eu des possibilités d'assouplissement, d'échange, d'écoute, et sous d'autres, beaucoup moins. En tout cas pour ce type de pédagogie, c'est une évidence, tout le monde le sait. Donc là, il faut aussi faire un certain travail de compréhension auprès des syndicats qui doivent être attentifs à ces pédagogies, ne l'ont pas toujours été, on le sait dans l'histoire. Travailler aussi donc avec les syndicats et puis s'organiser pour pouvoir construire une force d'opposition, justement, de lutte, de combat vis-à-vis de ministères qui rendent ces pratiques tellement difficiles et parfois même impossibles à réaliser. Et enfin, il y a un travail à faire qui est difficile d'explication auprès des familles, auprès des parents, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui travaillent dans les classes et qui se découragent parce qu'ils ne parviennent pas à rassurer les parents sur ces pédagogies, à leur faire comprendre l'intérêt de ces pédagogies. Donc pour peu qu'il y ait localement un inspecteur autoritaire et fermé, voilà, c'est évident, c'est vrai que cela rend les choses extrêmement difficiles. Très bien. Donc j'entends par là que les groupes départementaux Freinet, l'ICEM notamment, les groupes départementaux publics Montessori peuvent jouer un rôle important. La question suivante a trait à la formation. Freinet et la formation. Donc la personne d'IGA précise, je vais passer ce passage-là, mais la question, c'est une question en deux questions. Freinet lui-même fut évincé de l'éducation nationale. Pourquoi l'ICEM est-elle si attachée à y rester et à ne pas étendre la pédagogie Freinet en dehors de l'éducation nationale, et pourquoi n'y a-t-il pas de formation Freinet au même titre qu'il existe des formations Montessori? S'il en existe une, je suis preneur. Là, la réponse est très simple. D'abord, le départ d'Élise et de Célestin Freinet de l'éducation nationale, c'est pas exactement une expulsion, hein, c'est assez compliqué, mais bon, c'est lié aussi à l'époque, à une histoire. Je pense que la formation, le premier lieu où on peut se former, c'est dans les mouvements pédagogiques, évidemment. Hein, c'est ce qui est immédiat. Lorsque des professeurs pratiquent eux-mêmes ces pédagogies, il faut les rencontrer, il faut aller les voir. Ces formations sont quasiment pas ou très très peu dispensées dans les instituts de formation, les INSPE. Ça, c'est un fait. Donc, pour se former, il faut lire les textes, rencontrer des praticiens, aller peut-être dans certaines écoles ressources, où on peut aussi voir ces pratiques et discuter avec ceux qui les pratiquent. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est une position de bon sens. Concernant maintenant le rapport public-privé, bon, pour ce qui est de Freinet et de la pédagogie d'Élise et Célestin Freinet, cette pédagogie-là, c'est une pédagogie qui est intrinsèquement laïque et républicaine et publique. Donc, il y a un attachement du mouvement Freinet à l'école pour tous, à un refus de toute forme de sélection par l'argent, par l'origine sociale, familiale, qui, à mon avis, est consubstantielle. C'est une position politique et éthique qui est consubstantielle à cette pédagogie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la pratiquer dans une école qui serait une école privée. On va pas, ça ne nous regarde pas, mais chacun faisant ce qu'il veut. Mais il faut comprendre quand même qu'il puisse y avoir un attachement de la pensée
des penseurs de cette pédagogie une préférence pour le système public, même si l'on sait très bien ce qu'il en est, et surtout de nos jours, de ce système public, qui est en très très grande détresse et en très grande déconfiture même, on pourrait dire, pour employer un mot un peu vulgaire. Alors, peut-être je peux ajouter quelque chose. Dans l'histoire de la pédagogie Montessori, ça se distribue un peu différemment, aussi parce que la pédagogie Montessori s'adresse principalement à l'âge préscolaire, donc à l'âge qui est en dehors de la scolarité obligatoire. Donc, de manière historique, ça s'est distribué autrement. Cela dit, ça n'empêche pas la diffusion de la pédagogie Montessori dans le public. Je crois qu'il ne faut pas que les Montessoriens du public oublient qu'il existe des institutions historiques, alors l'association Montessori de France par exemple, mais aussi l'association Montessori internationale, qui portent l'histoire aussi. Alors bien sûr, elles ont une valeur qui est une valeur historique avant tout, mais je pense qu'il faut pas les oublier dans l'équation, tout comme il ne faut pas oublier les praticiens expérimentés, c'est-à-dire qui ont véritablement du recul de pratiques de nombreuses années, et bien sûr, comme Henri-Louis vient de l'indiquer, les bonnes écoles et les lieux où se pratiquent précisément les pratiques correctes et aussi les postures correctes. Voilà, c'était un ajout. Alors, après, il y a trois éléments qui reviennent sur l'aspect religieux de Maria Montessori, l'aspect politique, son lien avec Mussolini. Il y a aussi le fait que la pédagogie Montessori vende bien, qu'il y a un côté, un lien avec l'argent que n'a pas Freinet. Est-ce que ces trois points, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Est-ce que ça peut discréditer? Est-ce que ça peut empêcher? Est-ce que ça peut discréditer cette pédagogie? Est-ce que ça peut l'empêcher de s'appliquer réellement dans le public? Voilà. Est-ce que ça peut jouer en sa défaveur? Alors, est-ce que ça n'a pas lieu d'être? Alors, je reformule. La pédagogie Montessori posséderait trois faiblesses, c'est ça, hein, trois difficultés. Trois reproches qu'on lui fait souvent. 1, le catholicisme de Maria Montessori. 2, ses rapports avec Mussolini. Et 3, un lien qui serait étroit avec l'argent. Alors, on ne pourra pas refaire le livre maintenant. Moi, je vous incite à aller voir un petit peu ce qui est dit aussi dans l'ouvrage, qui est, je crois que ces 3 reproches. Alors, c'est les 2 reproches. Le reproche lié au catholicisme et à Mussolini sont des reproches qui sont très français et qui mettent la focale sur un temps de Maria Montessori. En réalité, son rapport au catholicisme est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Il y a plusieurs périodes dans sa vie. Il y a un rapport... alors, il faut aussi faire la distinction entre le mouvement Montessori, Maria Montessori elle-même, les collaborateurs de Maria Montessori. Ce sont des choses qui sont en réalité extrêmement complexes. Et de mon point de vue, mais bon, ça reste mon point de vue pour le coup de chercheur, mais... Je crois que Maria Montessori ne fait pas découler ses pratiques de théories préexistantes. Je crois que Maria Montessori, d'ailleurs, le premier ouvrage qu'elle publie en 1909, c'est le compte-rendu d'une expérience pratique. Elle le dit ainsi, et je crois qu'il suffit de lire pour voir que vraiment il y a une prévalence de ce que sa pédagogie fait aux enfants, de l'effet que ça fait aux enfants, sur quelconque théorie que ce soit. Et je crois quand elle dit « je suis montessorienne », je crois qu'elle dit vraiment la réalité, c'est-à-dire qu'avant tout, c'est sa pédagogie, c'est-à-dire son système original, quel qu'il soit, au-delà de toute appartenance préalable. J'ajouterais peut-être une dernière chose sur le catholicisme, puisque le reproche est fait à la fois par des détracteurs viscéraux de Montessori, mais parfois par certains catholiques qui voudraient voir ou retrouver un message caché qu'il y aurait chez Montessori. Je crois que le problème est de considérer les choses de manière anhistorique. Le catholicisme de 1910, ce n'est pas le catholicisme d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'aujourd'hui, certains voient
peuvent raccrocher les wagons, mais je crois qu'il faut se souvenir qu'elle parle à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors après, la question de la vente du matériel, là aussi, je crois qu'il faut relativiser les choses dans le sens où il faut revenir aux pratiques elles-mêmes, d'une part, et d'autre part, se rappeler que dans l'histoire, il y avait énormément d'écoles qui en fait avaient organisé un système d'économie circulaire avec une école qui bénéficiait d'un atelier. Alors, par exemple, l'expérience de Marie Cromwell en France au moment de la Première Guerre mondiale, c'est l'exemple que je donnerai. Elle avait donc ouvert des écoles Montessori pour les enfants qui étaient réfugiés de guerre, qui étaient donc réfugiés à Paris, à Sèvres, à Fontenay-aux-Roses. Et elle avait créé un atelier pour mutilés de guerre. Et donc, il y avait une économie circulaire qui fonctionnait, donc qui était tout sauf lucrative, et qui permettait en fait de faire à la fois de l'action sociale et de la pédagogie. Voilà un exemple. Je crois que ça pose des problèmes plus larges en fait, qui sont la question de comment, lorsqu'on ouvre une école Montessori, si on n'est pas dans l'espace public, comment est-ce qu'on fait pour survivre, etc. Enfin voilà, ça pose toutes ces questions-là. Et il ne faut pas oublier peut-être, dernière chose, que le matériel souvent il est fabriqué par les parents et les enseignants au lieu d'être acheté. Voilà, bon, ça n'empêche pas que ces questions sont de véritables questions et qu'il faut se les poser bien sûr. Mais je crois qu'il y a aussi la possibilité de considérer la pédagogie dans un autre système économique et social, d'une certaine manière, que ce qui a été développé peut-être dans les 40 dernières années. Très bien. Mais écoutez, on a répondu à beaucoup de questions. Il s'est passé une trentaine de minutes depuis la fin de la conférence, je pense. On va peut-être arrêter là le temps des questions. Il en reste d'autres, évidemment. Donc, je vous remercie l'un et l'autre pour la qualité de cette conférence.